à nouveau. Ouais, moi, je comprends ce qu'il dit dans le JDD ce matin de la manière suivante. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, qu'on soit d'accord ou pas, en fait, au sein de ce qu'on appelle le socle commun, il y a deux lignes qui s'affrontent. Le président de la République et une sorte de front uni au sein du socle commun contre les choix du président de la République sur la question de Sébastien Lecornu. Au début de la semaine dernière, il a nommé justement Sébastien Lecornu et il a tout de suite pris un mur de la part donc des présidents de groupe ou des présidents de parti au sein du socle commun. Bruno Retailleau, LR, Hervé Marseille, UDI, Gabriel Attal, Renaissance, donc son propre parti, et Édouard Philippe à Horizon. Et donc, en fait, le jeu qui s'est joué la semaine dernière, c'est quelle bataille d'influence entre Emmanuel Macron et le socle commun. Parce qu'en fait, la question d'Emmanuel Macron, pour l'instant, c'est pas l'accord avec le Parti socialiste. C'est pas ça le sujet. Et encore moins avec la gauche. C'est pas le sujet. C'est aujourd'hui de tenir le socle commun. Donc Sébastien Lecornu n'a accepté d'être renommé du coup à Matignon que parce qu'il avait l'assurance d'Emmanuel Macron que le socle commun était tenu. Parce qu'Emmanuel Macron a brandi l'arme de la dissolution sur les députés LR et même sur le reste du socle commun. Et qu'on sait qu'au sein de cette alliance-là, peu de gens ont envie d'aller de retourner devant les urnes et devant les Français. Donc c'est ça aujourd'hui le sujet. Le problème étant que samedi, donc hier, les Républicains, en annonçant ne pas participer au gouvernement, de fait font créer un nouveau problème au sein du socle commun, puisque le président de la République dit comme argument pour maintenir Sébastien Lecornu qu'il peut avoir un gouvernement avec des gens du socle commun, y compris LR. Le problème étant que s'il n'a pas cela, LR va rendre encore plus compliqué la négociation de Sébastien Lecornu avec le Parti socialiste. Et c'est ça aujourd'hui le vrai enjeu. Et c'est pour ça que je comprends que Sébastien Lecornu cherche à s'affranchir du président de la République, parce qu'aujourd'hui, il n'a pas les garanties que le socle commun sera véritablement derrière lui. À partir du moment où il aura cette garantie-là, il va pouvoir poursuivre la mission que lui a donnée le président de la République. Alors, avant de poursuivre, sur l'union des droites, même si je suis d'accord avec ce qu'a dit Élodie, il y a des grosses divergences d'un point de vue économique, on voit quand même que ce soit du côté du RN ou que ce soit du côté de LR, on a une tentative d'uniformisation des sujets. Enfin, c'est pas qu'ils veulent faire une uniformisation des sujets, mais les partis se rapprochent. Le RN, notamment avec Jordan Bardella, au moment des élections européennes puis des législatives, a un programme économique qui n'est pas celui de Marine Le Pen en 2017. Il n'y a plus la sortie de l'euro, il n'y a plus la retraite à 60 ans, on n'est passé même plus à la retraite à 62 ans, c'est une modulation par annuité, etc. Donc on a quand même, on va dire, un ralliement progressif à la politique de l'offre. Donc on a un RN qui converge de plus en plus vers les thèmes de LR sur les questions économiques. Et de la même manière, LR reprend des propositions, notamment du Rassemblement national, sur certains sujets, sur les questions de sécurité et les questions migratoires. Donc vous avez quand même, on va dire, une uniformisation des thèmes. Le véritable problème de l'union des droites, c'est toujours la même chose, c'est la question des chefs. C'est qu'en fait, au RN, ils n'en veulent pas, parce que Marine Le Pen, de toute façon, considère que si elle fait l'union des droites, elle va perdre une partie de son socle électoral qui est anciennement de la gauche, et pour elle, ça représente entre 5 et 10 points du Rassemblement national, et elle dit, ces gens-là ne voteront jamais pour un candidat comme Bruno Retailleau, pour un libéral conservateur ou François-Xavier Bellamy. Et de l'autre côté, LR, je pose toujours la même question, si vous portez d'un point de vue tactique, est-ce que LR a réellement un intérêt à l'union des droites ? Vous allez, vous dissoudre dans le lepénisme, premier point, et surtout, d'un point de vue... Un parti, c'est fait pour faire des élus, c'est pour avoir plus d'élus. Est-ce que vous avez plus d'élus dans le cadre de l'union des droites quand vous êtes les Républicains qu'aujourd'hui ? C'est pas certain. Prenez une majorité, vous prenez les sondages, je reprends les points d'Éric Ciotti. LR, c'est à peu près 10% du corps électoral. Le RN, c'est 35%. Si on met Reconquête, ça arrive quasiment à 40%. C'est-à-dire qu'en gros, LR, c'est 25% de l'union des droites. Vous faites 25% d'une majorité à l'Assemblée nationale. Vous arrivez, donc encore faut-il avoir la majorité, vous arrivez à 75 sièges. Les LR ont déjà 50 sièges. Donc en termes de nombre de députés, ça ne va pas véritablement augmenter le nombre de députés du LR. Et en termes de place au gouvernement, vous avez 20 postes au gouvernement, vous faites un quart des postes, ça fait 5 postes, c'est déjà ce qu'ils ont avec le bloc central. Donc d'un point de vue tactique, je ne dis pas que c'est bien, mais d'un point de vue tactique, ni LR ni le RN pensent avoir intérêt à faire l'union des droites. Donc à partir de ce moment-là, l'initiative d'Éric Ciotti est intéressante. Dommage, oui, mais parce qu'évidemment, les Français le veulent, les gens de droite le veulent, l'aspirent. Mais d'un point de vue appareil partisan, malheureusement, on peut le dire, il n'y aura pas d'union des droites. Voilà.
j'imagine les téléspectateurs qui vont écouter avec attention, ils ont tout noté, hein, les équations, les additions. Et aussi, surtout, c'est que vous ne pouvez pas faire union des droites sans reconquête également. Parce qu'en fait, pour avoir la majorité au premier tour, il y a une envie des Français. Il faut aussi reconquête. Ça, c'est aussi un point à ajouter parce qu'ils ont que 36, enfin, ils ont 36 points, c'est beaucoup. Le RN et M. Ciotti. Mais il faut ajouter à ça les 4 points de reconquête et ensuite, après, les 10 points de LR. Et là, vous pouvez faire une vraie union des droites. Vous ne pouvez pas faire une union des droites sans reconquête. Mais dis deux mots rapidement parce qu'on va arriver à la gouvernera pas Gaza après la guerre, selon une source du mouvement. Mathieu Hoc. Oui, non seulement il ne faut pas que le Hamas gouverne à Gaza, c'est une évidence, mais moi je pense surtout qu'il faut que l'on traque et que l'on juge les gens qui ont fait et qui ont commis le plus grand crime contre l'humanité qui a été fait à Israël et au peuple juif depuis la Seconde Guerre mondiale. C'est pour ça que nous, on avait écrit un texte il n'y a pas si longtemps que ça. Il faut une sorte de tribunal de Nuremberg, un petit peu comme on a eu après la Seconde Guerre mondiale, pour juger les auteurs et donc juger le Hamas, d'ailleurs sur la branche militaire, terroriste, et également sur la branche politique, parce qu'on ne peut pas se satisfaire aujourd'hui qu'on ait une organisation terroriste qui a radicalisé une partie de la population gazaoui et qui puisse encore avoir un avenir même indirectement, c'est-à-dire en exil, dans la suite politique de la Palestine. C'est un des prérequis qu'il faut poser à la constitution d'un État de Palestine. Ça me paraît vraiment un prérequis pour permettre à Israël et aux États-Unis, mais surtout à Israël, de pouvoir accepter l'idée d'un État de Palestine. Parce qu'il faut le rappeler encore et toujours, tant que Israël et les États-Unis ne reconnaissent pas un État de Palestine, il n'y aura pas d'État de Palestine, tout simplement. Donc il faut absolument avoir dans un protocole de paix que le président Trump a proposé et qui a été accepté, ajouter une clause là-dessus pour, exiler le Hamas, mais surtout, ensuite après, organiser le jugement et véritablement faire payer au Hamas ce qu'ils ont fait au peuple israélien pour qu'ensuite après, qu'Israël se sente accompagné dans le traumatisme que... Ça, pour rebondir du coup sur ce que disait Mehdi, moi je suis d'accord avec ce que vous venez tous les deux de dire, c'est tout à fait. Pourquoi je parlais justement de jugement du Hamas, et effectivement ça viendra après la question de la libération des otages, il n'y a aucun sujet dessus. Et surtout, comment on va le faire? Moi, je pense qu'il faut laisser Israël carte blanche pour le faire. C'est pour ça que je parlais en fait de l'exemple du tribunal de Nuremberg, parce qu'en fait, le tribunal de Nuremberg et ce que ça implique en termes de dénazification, c'est que Israël, ensuite après, est allé chercher, parce qu'on considère que les crimes contre l'humanité sont imprescriptibles, 10, 15, 20 ans, procès Eichmann par exemple, dans les années 60, que l'on va punir quand même ces gens-là. Et donc, en fait, c'est simple, entre guillemets, c'est que vous avez une liste de gens qui ont participé aux attentats du 7 octobre, du Hamas, mais d'ailleurs, moi, j'étends au Hamas tous les autres groupes terroristes palestiniens qui ont été impliqués dans le 7 octobre 2023. Et ensuite, après, pour moi, après, la difficulté, c'est que le Hamas dit il y a une branche politique et une branche terroriste. Je pense qu'il faut aussi juger la branche politique, parce que c'est aussi également des gens qui se sont compromis dans l'islamisme, ce sont des gens qui appellent à la destruction d'Israël. Et de la même manière, il faudra juger toutes ces personnes-là. Ensuite après, il faudra, pour moi, qui le fera, il faut laisser carte blanche à Israël dessus. De toute façon, ils le feront quand même. Donc, ouais, juste pour étendre la réflexion, pour bien connaître les sujets. Ça saute à pieds joints sur la tête. C'est pour ça que Karima a raison. Le problème, c'est pas que ça ait lieu à Châtelet-Léal. Le problème, c'est pas le lieu, c'est pas l'endroit. Le problème, il faut le dire très clairement, très nominativement, c'est qu'il y a dans notre pays beaucoup trop de racailles qui ont une contre-culture, pour reprendre votre terme, anti-flic. C'est ça le sujet. Et aujourd'hui, tant qu'on ne pose pas le bon diagnostic, c'est pas une question de dispositif de sécurité, etc. Pareil pour les Champs-Élysées, quand il y a le PSG, etc. Alors peut-être qu'il peut y avoir... Le moindre rendez-vous, de toute façon, qu'il soit sportif, culturel, etc., ça dégénère. Sur le Nouvel An, etc. Oui. Le problème, c'est pas le dispositif de sécurité, c'est qu'il y a trop de racailles dans le pays, c'est tout. Et donc ensuite, après, la question qu'il faut poser, c'est comment on gère ce sujet-là. Pas sur la question de la réponse en maintien de l'ordre, mais plutôt sur de la prévention, plutôt sur comment on va justement responsabiliser les familles, parce qu'on parle beaucoup de jeunes, et surtout comment on va mettre fin à cette culture d'impunité. Comment est-ce possible dans notre pays que vous pouvez avoir des jeunes, ou même des gens qui sont majeurs, qui ont pu participer depuis 2023 aux émeutes de l'été 2023, ne pas être en prison, ensuite les émeutes Nouvel An,
le PSG, la finale du PSG, etc. Et à chaque fois, on dit, et maintenant un concert de rap, à chaque fois, on dit c'est la faute du dispositif de sécurité, c'est la faute du préfet, c'est la faute du concert, c'est la faute du match de foot, c'est la faute du PSG. Non, il faut poser le vrai sujet. Le vrai sujet aujourd'hui, c'est qu'on a une culture d'impunité parce qu'on a une réponse pénale insuffisante, on a une politique de prévention insuffisante, on a une politique de fermeté insuffisante pour véritablement remettre de l'ordre dans le pays. On parlait tout à l'heure de 2022, de politique aujourd'hui, d'absence de majorité. Le vrai sujet de 2027, c'est comment remettre de l'ordre dans le pays, et ça passera par une révolution pénale et aussi un soutien inconditionnel aux forces de l'ordre, et donc disqualifier tous les politiques qui aujourd'hui alimentent la haine anti-flic, parce que c'est cette haine anti-flic dans le débat public qui permet ensuite après, qui légitime à des gens, des jeunes ou des moins jeunes, de pouvoir caillasser des flics. Mehdi. Très rapidement. Qui touche Nicolas Sarkozy. Vous venez de résumer pourquoi, dans notre pays, seulement 44% des Français ont confiance dans la justice, alors que dans les autres pays européens, c'est plutôt 2/3 des populations. C'est qu'en fait, les Français considèrent qu'ils n'ont pas confiance dans la justice parce qu'il y aurait une justice à deux vitesses. Une justice très dure contre certaines personnes et très clémente, bienveillante, voire laxiste, contre d'autres, justement, avec tous les sujets au quotidien que l'on peut commenter. Et c'est ça aujourd'hui le véritable problème, c'est que vous avez dans notre pays des juges qui pensent davantage sur certaines questions de politique publique de sécurité, davantage à la réinsertion de délinquants notamment, plutôt qu'à la protection des victimes. Et d'un autre côté, des juges qui considèrent que l'on peut enfermer une personnalité politique, qu'importe ce que l'on peut penser du personnage Nicolas Sarkozy ou de sa politique ou de son bilan, sur la base de documents qu'ils jugent eux-mêmes faux, si on reprend la décision du tribunal. Et donc ça pose véritablement problème. Et surtout, moi, ça me pose toujours une question, c'est comment on va pouvoir, admettons qu'on arrive au bout de la procédure et qu'il soit relaxé, qui réparera ce préjudice ? Parce que un document faux de Mediapart, en tout cas jugé faux par la justice, qui empêche l'élection présidentielle de quelqu'un, qui peut réparer un tel préjudice ? Je pense que c'est ça aujourd'hui la question à se poser sur l'affaire Nicolas Sarkozy. Mais cette petite phrase aussi... Déjà, il y a deux problèmes pour Emmanuel Macron sur ce sujet, un avec les États-Unis et un avec Israël. Sur Israël, le premier problème, c'est qu'en fait, comme vous l'avez très justement dit, en plaçant la reconnaissance de l'État de Palestine avant toutes les conditions qu'il avait énoncées, la libération des otages, etc., on ne va pas revenir dessus. Il n'y en a aucune de remplie. Oui, il a surpris. Et surtout, il s'est complètement... Israël a divorcé de lui, d'une certaine façon, voilà, sur la politique étrangère. Donc ça, c'est le premier point. Et puis ensuite, après, sur le plan vis-à-vis des États-Unis, on voit, alors que Emmanuel Macron avait beaucoup critiqué le plan de Trump pour Gaza, notamment en février dernier, il avait dit que les propositions de Donald Trump sur la résolution du conflit entre Israël et le Hamas était un plan simpliste, on se souvient du plan pour Gaza. En fait, finalement, les faits ont donné raison à Trump d'une certaine façon, et surtout, d'un point de vue symbolique, Donald Trump a en quelque sorte relégué Emmanuel Macron au rang de simple VRP ou ambassadeur d'un accord de paix auquel Emmanuel Macron n'a même pas contribué. Donc c'est ça aujourd'hui le plus dramatique, c'est qu'Emmanuel Macron va se rendre en Égypte lundi pour promouvoir, ou pour en tout cas vérifier la mise en œuvre d'un accord auquel il n'a même pas été convié pour négocier. Donc c'est complètement irréaliste. Et donc la problématique aujourd'hui suivante, c'est la perte de crédibilité de la France à l'international, ce sujet-là étant important, mais sur d'autres sujets également.